vous présente aujourd'hui le texte de Paolo Lolo, Passage secret de la psychanalyse. Et puis, pour commencer, Laurent Perroni va faire une présentation de ce livre. On donnera la parole à Paolo, bien sûr, et puis je ferai aussi une petite présentation ensuite. Et je crois qu'on aimerait aussi avoir vos remarques, vos questions. Paolo, comme vous le savez, si vous le connaissez, est quelqu'un qui aime beaucoup l'interaction. Donc vous essayerez de avec lui et vous êtes bienvenus aussi pour prendre la parole et pour produire les remarques ou produire les questions que vous avez envie de produire. Donc pour commencer, Laurent, si tu veux bien commencer. D'accord. Alors, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'expérience de lecture que j'ai pu faire du texte de Paolo. Donc, c'est d'abord un texte qui manifeste une très grande érudition, mais qui n'est pas elle-même sa propre fin, c'est-à-dire qu'en fait, elle est toujours traversée par un désir qui renvoie pleinement à la psychanalyse, mais aussi à un travail profond par rapport à l'étymologie, par rapport aux langues, et qui donc fait souvent des passages entre la psychanalyse, l'expérience analytique, la philosophie et l'art en général. Donc c'est un texte dans lequel les chapitres sont divisés en passages, il y en a 10. Ce que je vous propose un petit peu de faire, c'est non pas de successivement passer d'un passage à l'autre, mais plutôt d'essayer de vous faire entendre ce qui, pour moi, me paraît à la fois, ce qui m'a intéressé et aussi ce qui m'a paru original dans la démarche. Alors, tout d'abord, donc Paolo s'emploie à retraverser à travers les lettres de l'alphabet hébraïque les 10 passages. Et le premier passage, donc, qu'il appelle introduction en définitive, part du vide, et fait des liens assez féconds avec la sculpture, avec une peinture de Walter Benjamin, pas de Walter Benjamin, mais achetée par Walter Benjamin d'un tableau de Paul Klee, Angelus Novus. Et donc fait le lien entre le vide que l'on peut trouver particulièrement dans le domaine de l'art, mais aussi le vide tout de suite d'une manière assez transversale avec la question du symptôme. Voilà. Je m'arrêterai. Il y a 3 passages qui m'ont particulièrement intéressé et parlé. Donc c'est le 3e, le 8e et le dernier. Donc dans un deuxième point également, donc dans le second passage, dont l'étymologie et la lettre hébraïque nous renvoient à ce qu'il appelle cette fois-ci non plus le vide, mais l'énergie primordiale. Paolo repart du Berouf qui désigne métier, et aborde la question de ces fameux métiers impossibles dont Freud nous a véritablement entretenus, avec un recours à la fois à Luther, c'est-à-dire le Berouf comme un métier, mais qui renvoie à un appel par Dieu, mais transfiguré à travers la psychanalyse par justement l'appel du réel. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est peut-être le premier enjeu que comporte le texte. C'est-à-dire l'idée, c'est bien entendu à travers ce métier de parole qui fait de lui un métier impossible. Il s'agit en définitive d'essayer, comme le souligne Paolo, d'interrompre la nécessité et la répétition qui est rejouée éminemment et sans cesse en boucle par l'inconscient. Ce qui fait que, assez rapidement,
Paolo revient sur les 4 concepts au moyen desquels Lacan structure l'expérience analytique, qu'il redéploie à sa manière, à savoir l'impossible, le nécessaire, le contingent et le possible, pour essayer de déterminer, de nous montrer comment le possible nous renvoie véritablement à la psychanalyse. Mais également, à travers Lacan, ce qui me semble intéressant, c'est que Paolo commence à travailler sa relation à travers Lacan avec la culture grecque, ce qui me paraît l'un des points cardinaux de cette lecture, c'est-à-dire qu'en fait, l'un des enjeux profonds de ce livre, c'est bien entendu, enfin c'est pas bien entendu d'ailleurs, c'est justement de faire le lien avec le logos grec, avec la physis, et donc redéployer d'une manière un peu transhistorique, mais redéployer ce qui résonne pour la psychanalyse aujourd'hui avec justement la culture grecque. Alors, le fameux 3e passage, c'est celui sur lequel qui a attiré, on va dire, celui sur lequel j'ai eu le plus envie de parler, car il porte l'enjeu suivant pour la psychanalyse, à savoir, il parle du postulat que le savoir moderne peut s'entendre comme une sorte de fracture entre la vie et la connaissance. Alors c'est une thèse qui est très très forte, hein. Et du coup, Paolo va essayer de retracer une sorte de filiation vivante entre la pensée grecque et la psychanalyse. À travers, en partant du texte de Freud, Malaise dans la culture, avec cette question du bonheur qui est qui renvoie directement à ce 3e passage. Alors, et c'est là que je souhaiterais vraiment essayer de mettre un petit peu en valeur 3 aspects, je crois, de l'enjeu du texte de Paolo, à savoir que c'est un peu comme il m'avait demandé est-ce que tu peux donner un titre à ton intervention, et du coup j'étais allé vers la question de la pulsion et la source de la pulsion. Et du coup, ce 3e passage sur le bonheur, à mon avis, à mon sens, il reflète quelque chose de très important pour la lecture de l'ensemble du texte, à savoir à la fois il va retravailler, retraverser la théorie des pulsions chez Freud et voilà ses différentes modalités, la source, l'objet, etc., etc. Mais en même temps, il va redéployer à travers cela, toute une série de métaphores qui me semblent être inscrites non pas seulement dans ce passage-là, mais durant tout le texte. C'est-à-dire, ce qui me semble être important, c'est-à-dire la source. Il y a à la fois la source de la pulsion d'un point de vue théorique, il y a la source de la pulsion, mais plutôt la question de la source telle qu'on peut l'entendre comme métaphore qui travaille l'ensemble de son texte, et particulièrement ce passage. Et puis en même temps, la source telle qu'elle peut également s'entendre si l'on revient à la culture grecque, entendue du point de vue du logos et de la physis, c'est-à-dire de la nature. Et je crois que l'enjeu de cela, c'est au fond de réinterroger la psychanalyse à travers le prisme, quelque part, de cette source qui essaye d'articuler possibilité de savoir ou de non-savoir, d'ailleurs, et avec la vie et la psychanalyse. Voilà. Donc du coup, j'ai envie de vous lire quelques-unes des métaphores qui traversent le texte de Paolo, et particulièrement ce passage-là. Donc, la culture du bonheur, Paolo nous dit, se situe à l'endroit d'une source où tout jaillit dans le cœur d'une nature créatrice. Et juste après, il réinvestit les caractéristiques de la pulsion, poussée, but, objet, source. Et c'est là qu'il reprend à son compte, mais en critiquant, on va dire, ce que propose Freud, c'est-à-dire que c'est peut-être le travail, il me semble, novateur, enfin en quelque sorte une proposition théorique à venir, qui serait finalement,
pour Paolo, pour Freud, la qualité des pulsions n'est connue qu'indirectement en observant les buts vers lesquels elles se dirigent. Et selon Paolo, la recherche de Freud empêche de comprendre la structure des pulsions, et là c'est à mon avis l'un des deux termes clés, dans leur formation singulière. D'où c'est de la source qui est à l'origine de la pulsion ne serait qu'une conséquence. Et alors du coup, dans ce passage, ce qui vient s'articuler, c'est qu'il n'y a pas loin parfois de la possibilité du bonheur à celui du malheur, à travers la distinction freudienne entre pulsion de vie et pulsion de mort. Et là, à nouveau, une autre métaphore, moi c'est vrai que je viens aussi de la philosophie de la littérature, donc qui m'ont donné un accès un peu particulier au texte. Et là, à nouveau, quand l'eau ne jaillit pas de la source culture, ne serait-ce que parce que la pulsion de mort obture la sortie, elle ne peut pas fluer, naître, etc. Là aussi, on entend des références à Héraclite, des références au présocratique, mais réactualisées, encore une fois, je crois que le travail de Paolo a l'originalité d'être à la fois très érudit, mais en même temps, pas pour être érudit, pour retraverser des moments de la culture qui, pour la psychanalyse aujourd'hui, peuvent produire certains échos et certains effets novateurs. Alors, un autre moment, moi, qui m'a particulièrement intéressé dans ce troisième passage, donc, qui essaye de nous entretenir de la possibilité du bonheur, et également donc d'essayer de voir dans quelle mesure on peut essayer d'articuler la question de la vie et de la connaissance, sans un modèle théorique de savoir qui pourrait produire des fractures. Eh bien, Paolo nous, comment dirais-je, réinvestit l'un des textes où il y a des aphorismes chez Robert Musil pour essayer finalement de faire à la fois des passerelles entre la littérature, la question de la connaissance et la psychanalyse à travers ce qu'il appelle des métaphores vivantes, le surgissement de métaphores vivantes. Et là également, dans l'écriture de Paolo, on y retrouve quelque chose en lien avec cette fameuse source qui, voilà, que j'ai envie de vous lire d'ailleurs. Une parole qui, voilà, nous parlons des métaphores vivantes chez Musil, une parole qui travaille et se débat comme un poisson hors de l'eau. La métaphore ne peut survivre que peu de temps. La parole du logos meurt lorsqu'elle se trouve dissociée de sa source pulsionnelle. La connaissance du poète est vivante parce qu'on la pêche toujours dans le lac du logos. Bon, et puis à citer Nietzsche également, etc., etc. Donc tout ce passage, en définitive, ce que je voulais essayer de faire ressortir à la fois d'original dans ce passage-là, me semble-t-il, c'est que ce travail autour de la pulsion et de la source de la pulsion n'est pas seulement une critique une critique ou d'un manquement de Freud par rapport à cette question-là, mais bien nous réinvite à interroger quelque chose de la culture grecque à travers le logos et la physis, et en même temps le style de Paolo s'emploie justement je crois que c'est ce qui anime son style et son écriture à certains moments, qui fait que son texte est à la fois très théorique et en même temps parfois nourri de métaphores. Alors, le deuxième aspect que je souhaiterais aborder par rapport à ce livre, qui commencerait, je dirais, plutôt à partir du quatrième passage, c'est la question de la lettre, telle que Lacan s'est employé à nous en montrer le vif, mais qui pour l'instant reste, comment dirais-je, en lien avec la question de cette source pulsionnelle nécessaire à recréer dans la psychanalyse. Donc, cette fois-ci, donc, il réinvestit dans le quatrième passage l'héritage d'insistance à travers Alain Didier Veil et nous pose une question
qui fait partie des questions que j'aimerais poser à Paolo à la fin de la lecture que je propose. Comment l'analysant pourrait-il faire surgir de l'expérience sidérante un signifiant nouveau, hein, c'est-à-dire la question de comment transformer certaines formes de sidération en quelque chose d'autre à travers un certain travail du signifiant. Et là également, j'écoute le signifiant sidérant. Là, c'est pas la question telle que Alain Didier-Velle la pose, mais telle que l'a réinvestie dans son écriture Paolo. Le signifiant sidérant jaillit ex nihilo du réel originaire, différent du trou symbolique, mais qui l'anticiperait et créerait. Voilà. Métaphore du jaillissement, là encore une fois, ça fait également partie des questions, voilà, à la croisée desquelles j'aimerais peut-être que Paolo nous en dise peut-être davantage tout à l'heure. Alors, également, donc, à la suite de cela, ce travail de la lettre en lien avec la source pulsionnelle se trouve pris à partir du 8e passage, on va dire, à travers quelque chose qui, pour ma part, moi, me travaille, m'intéresse au plus près, à savoir le lien possible que l'on peut faire entre le malentendu et la littérature. Et du coup, le sens des mots nous échappe, puisqu'il aime à se cacher comme la nature, là aussi, hein, entre ce qui se montre et en même temps se cache, hein, ce qui fait voile. Et là également, on retrouve, je crois, l'influence de Lacan et puis le travail fait par Paolo avec justement la question du logos et de la physis, pour nous dire que voilà, la lettre vit dans le malentendu, c'est-à-dire se montre et se cache. Alors du coup, là je crois que Paolo retravaille un petit peu tout ce jeu des permutations à laquelle se livre Lacan toutes les fois qu'il aborde la question de la lettre et de la littérature. Alors en commençant par ces fameuses formules du « je vous en prie » à « je vous empire » ou « je vous aime, je vous haine », où on entend que la question de l'inconscient justement ne sépare pas ces domaines, mais que ces petites différences homophoniques finalement traversent et travaillent la langue et l'inconscient à travers ces petites permutations du signifiant. Et du coup, à Paolo de réinvestir donc l'influence qu'a joué Joyce pour Lacan, c'est-à-dire de la lettre à l'ether, de la lettre à l'ordure, ou de la lettre au fumier, ou peut-être de la lettre au terreau de la langue, c'est-à-dire ce par où, ce par quoi, d'où peut-être provient la possibilité de parler. Et avec comme enjeu dans ce chapitre, alors non plus une relation entre connaissance et vie, mais peut-être la question du lien entre la psychanalyse et le non-savoir. Également, dans ces passages-là, la littérature comme ce travail d'écriture où ce qui s'écrit peut se griffer, peut s'effacer, peut se refaire, et puis également ce renvoi chez Paolo aux origines de l'écriture et à l'argile, à cette matière vivante qui justement, par où l'écriture est à la fois rendue vivante, mais en même temps c'est rendu fragile et voilà, tout ce retour à cette origine également, cette fois-ci plutôt de l'écriture. Et puis enfin, littérateur, avec ces deux valeurs de l'objet A ici, à la fois le splendide de la littérature, tant qu'elle porte vers le ciel, mais en même temps quelque chose du déchet qui fait retourner la lettre justement sur la terre, qui nous rappelle que la lettre était gravée aux origines dans l'argile. Et voilà. Et là, à nouveau, j'écoute une belle métaphore écrite par Paolo. Ainsi, dans l'humidité de la mer, naît le vivant et surgit l'humain. De la mer
écrit dans le texte de Paolo MER, mais bon, qui peut peut-être s'entendre autrement. Alors, le dernier passage sur lequel je souhaiterais aborder à travers ce petit parcours donc, de ce texte, et c'est le dernier, qui nous renverrait justement à la question d'être psychanalyste aujourd'hui, se former à la psychanalyste. Et alors Paolo nous écrit se former, c'est se laisser transformer, s'ouvrir à l'imprévisible du réel, bon, à travers le jeu de la métaphore de la métonymie, du déplacement, de la condensation, et puis voilà. Et là, l'enjeu, à nouveau, donc c'est l'un des enjeux qui m'a semblé important dans le texte, c'est encore une fois ce travail, ce basculement possible d'une sidération vers l'autre, mais vers l'autre laquelle celle qui scelle une emprise, mais celle qui possiblement ouvre peut-être vers un autre horizon, l'horizon d'une autre parole qui voilà, bon. Et c'est là que, me semble-t-il, le terme des passages secrets de la psychanalyse prend peut-être toute sa résonance vers la fin du texte, à savoir ce basculement avec la question politique qui est sous-jacente, enfin qui est très claire à plein d'endroits dans ce texte, mais que je n'ai pas abordé, mais qui là est très clair, en tout cas très clairement adressé à la psychanalyse et à l'institution psychanalytique. Ce léger, alors là pour le coup, pour reprendre un petit peu ce travail de la lettre tel qu'il s'est employé à le produire dans le chapitre sur le malentendu et la littérature, à savoir ce glissement entre l'institution et l'institution. Voilà, donc non pas ce travail de la répétition du même, mais cette insistance où là le passage où les passages tels que Paolo les a produits renvoient à la question de la passe, ce moment où l'analysant s'autorise à devenir psychanalyste, mais où précisément le psychanalyste justement ne cesse dans son travail de rester au plus proche du travail d'analysant qu'il a pu effectuer, à travers une possibilité alors pour le coup, de métaphorisation, de travail inconscient d'où le malentendu est omniprésent. Et là, du coup, dans ce passage sur l'institution et la question du passage, on rencontre ces mots, la passe, le passant, le passeur, qui travaille et qui traverse la psychanalyse à venir ou présente. Alors, je cite peut-être une des dernières phrases l'institution serait un lieu où un sujet qui produit un signifiant est en mesure de supposer qu'un passant et un passeur puissent à tout moment traverser l'espace analytique. Et du coup, l'enjeu, il est tout à fait intéressant parce que Paolo nous réinvite à penser, à interroger le nom du Père, enfin en tout cas un certain nom du Père, et quitte à proposer la thèse selon laquelle on peut se passer du nom du Père à condition de s'en servir. Et du coup, à nous réengager également en fin de parcours sur la question du logos, à travers une lecture d'Oedipe, dans laquelle, précisément, finalement, la question d'Oedipe, c'est peut-être qu'il n'a pas su fondamentalement respecter la loi des générations, plus que le meurtre réel de son propre père. En définitive, il continue à porter le nom du père, mais précisément, c'est plutôt le travail des générations qui ne peut être effectué sur la durée, sur le temps. Voilà. Alors, pour terminer, moi, à la fin du texte, je me suis dit une ou deux petites choses. Psychanalyste aujourd'hui,
certes, comme les premiers passages l'ont déterminé, je dirais, certes un métier impossible, mais je dirais plutôt, enfin, même un métier structurellement impossible, comme métier de la parole, mais d'avenir. Quel avenir? Et puis, au titre des questions qui sont peut-être un petit peu plus personnelles, je dirais, dans la mesure où la littérature et la lettre occupent une place importante, la question de l'artiste, qui semblerait avoir un temps d'avance sur ce que Lacan dit sur la nosologie du temps, dans la mesure où son texte, à travers David Malkin, Walter Benjamin, Paul Klee, finalement est parcouru de références artistiques. Voilà, j'aimerais bien aussi qu'on réfléchisse à cette question-là. Qu'est-ce qu'il en est pourquoi dire de l'artiste qu'il aurait un temps d'avance sur la nosologie du temps? Bon. Alors, une question plus directe par rapport au travail de Paolo. Alors, qu'est-ce qu'une bonne sidération? Voilà, puisque là, il en est certaines qui figent et qui nous laissent sous emprise et qui laissent les signifiants figés sur eux-mêmes. Et puis revenir également à une phrase qui jalonne, alors qui est devenue une phrase de Lacan qui est à chaque fois réinvestie, le signifiant est ce qui représente le sujet pour un autre signifiant. Bon, je pense que dans la mesure où Paolo, dans son texte, la réinvite, la redéploie souvent, là également, je crois que c'est l'occasion aussi de la rendre vivante, parce que, bon... Et puis, quelque chose, moi, qui me tient à cœur, dans la mesure où... Alors, est-ce un paradoxe? C'est une question, ou une contradiction, je ne sais pas. Dans les premiers passages, Paolo nous dit, bon, parmi les deux formes du symbolique, il y a la parole et l'écriture, une parole plus proche du réel, d'où la psychanalyse, d'où l'appel du réel à travers la parole en psychanalyse, car elle fait coupure. Par contre, écrire, faire archive, échappe à la vie. Il y a quelque chose dans cette formulation qui me semble pas trop binaire, question. Et en même temps, dans toute la fin de son texte, à travers le malentendu précisément de la littérature, le malentendu, on va dire, presque structurel à la lettre, n'est-il pas moteur de vie? Quelle vie? À travers l'écrit, à travers l'expérience du lecteur, d'une lettre littéraire. Donc du coup, opposition, participation de l'un avec l'autre, quelle écriture? Enfin voilà, ces questions-là. Et puis bon, la dernière question, bien entendu, par rapport à la question de la source, qui à la fois réinvestit la théorie des pulsions chez Freud, mais en même temps nous nourrit d'une pensée grecque réinvestissant la physis et le logos. Cette culture-là, qui ne fractionne plus connaissance et vie, voilà une question sur la source, tout de même, puisque c'est peut-être le centre auquel dont j'ai essayé de parler.